sais. Tout ça finira mal, ma petite fille. Et je te le dis, je m'en lave les mains. Et mets-toi bien dans la tête que si tu continues sur cette mauvaise voie, elle te conduira tout droit en enfer. Est-ce que tu sais, Dolores, comment finissent les petites filles comme toi ? Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Vidéo Future, l'émission de pop culture proposée par l'équipe de Retour vers ton enfance qui revient sur un film, une série ou un dessin animé. Bonjour Zoulou. Bonjour Data. Comment ça va ? Ça va pas mal et toi ? Ça va, je confine en 5e semaine. C'est bien ? Ouais. Et tu es retenu pour la 6e semaine ou pas ? Visiblement, je suis retenu pour un certain nombre de semaines. Voilà, on a une sorte de faux espoir, comme vous le savez tous, sur le 11 mai. La vieille date falche du 11 mai où personne ne va sortir. C'est ça. Donc sinon, à part ça, ça va. Et écoute, je suis très content de te retrouver pour cette 2e émission. Moi de même. Mais tant mieux. Bah oui, étant donné qu'on est confinés un petit peu dans la même pièce, il vaut mieux qu'on soit content de se voir. Et on est très très content aussi parce que on appréhendait un petit peu la diffusion du premier épisode de Vidéo Future et on voulait vous remercier parce que on a eu de très très bons retours. Bon, on s'attendait à avoir quelques retours. De nos mères, de nos familles. Voilà, mon frère, ma belle-sœur, tout ça, mon neveu. Donc on avait déjà une base de 5-6 personnes où on savait qu'on allait avoir des gens qui allaient écouter et mettre des likes. Grâce à vous, on a un petit peu augmenté la masse critique d'auditeurs. Et voilà, c'est un petit peu mieux. Ça a de la gueule. Et vraiment, merci à vous pour l'enthousiasme que vous avez mis à écouter cette première émission. Donc voilà, ça nous a fait vraiment très plaisir. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui l'ont écouté, vous avez vu au départ, on était un peu audacieux. On avait parlé de 30-40 minutes. Et patatras. et plouf. Non, mais c'était difficile. On a fait un exercice difficile parce qu'on a parlé d'une saga de 4 films, éventuellement d'un 5e, donc L'Arme Fatale, et de la musique, des anecdotes, voilà. des personnages. Mais enfin voilà, on voulait vous remercier sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à vous manifester. C'est vraiment cool. Merci quoi. Oui, merci beaucoup. Donc bon, voilà, vous l'avez compris, on va encore vous présenter une émission Vidéo Future, mais sachez bien sûr que comme on vous l'a déjà dit, il y aura d'autres formats d'émissions. Là, c'est vraiment parce que le confinement nous oblige à des formats plus réduits, eu égard au déplacement de nos invités, etc. Mais dès que le confinement sera terminé, on vous proposera d'autres émissions avec des invités sur des formats un peu plus étoffés, des sujets rétro, variés. Enfin, vous allez voir, on vous a concocté un petit programme sympa. Et puis également un autre format qui s'appelle Rétroviseur, où on reviendra sur des phénomènes de mode, des tendances, des objets, des jouets qui ont marqué voilà, notre enfance, comme vous le savez, c'est notre credo. Donc voilà, plusieurs formats comme ça qu'on pourra partager avec vous. Et d'ailleurs, on fera peut-être appel à votre bon cœur, messieurs, dames, puisque on a plein d'idées, on fourmille d'idées dans tous les sens pour vous proposer des contenus sympas et créatifs. Et malheureusement, on n'aura peut-être pas toujours les moyens de le faire par nous-mêmes. Donc, on va peut-être mettre en place un Tipeee, ce genre de choses, et vous serez tenus au courant le moment venu. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, pour être très créatif, on pourrait se dire qu'on a besoin de rien.
c'est compliqué, la SACEM c'est compliqué, les extraits c'est compliqué, il faut payer des droits, il faut payer des sponsoring. Bref, voilà. Pour tous ceux qui savent un petit peu ce que c'est de diffuser, c'est loin d'être gratuit. Donc ça, c'est la base. Et puis après, nous, on a envie d'aller un peu plus loin. On a reçu pas mal d'invitations dans des endroits hors de Paris, à des conventions, etc. Et on aimerait bien vous faire des lives, vous faire des directs, aller rencontrer d'autres invités qui, eux, sont en province. Et malheureusement, pour tout ça, le nerf de la guerre, c'est les Voilà. pépettes, quoi. Donc, on n'y est pas. Nous, on doit d'abord vous convaincre, vous donner envie. Et puis, voilà, quand ça sera le moment venu, vous aurez un peu plus de panels avec les émissions qu'on vous a concoctées hors confinement qui seront très différentes. Et là, vous pourrez juger si vous voulez nous donner un petit coup de main ou pas. En tout cas, nous, on continue Vidéo Future aujourd'hui, parce que c'est un format qu'on peut faire pour l'instant. Donc, on est là. Et donc, avant de commencer cette deuxième émission, on voulait juste vous parler 5 minutes d'un chanteur qu'on aime beaucoup, et qui est mort il y a 3 jours, soit le 16 avril. C'est Christophe. C'est un artiste intemporel et il est décédé des suites d'une maladie pulmonaire à l'âge de 74 ans. Mais c'est vrai, c'est une vedette de variété à ses débuts, sensible, noctambule, qui est devenue une icône branchée de la chanson française, toujours élégant, distingué. Un fan de Little Richard, de Lou Reed, de Bashung, de Bowie, dont il s'est inspiré. Et voilà, Christophe, c'était aussi un sculpteur de son, parfois suranné, souvent avant-gardiste, amoureux de la matière, glaneur, qui triturait les machines et les instruments, transformait et détournait les codes, et trouvait par ce biais son propre univers sonore. Voilà, il ne ressemblait à personne d'autre. C'est vrai. Et sa carrière a décollé en 65. Lorsque les radios font naître le tube Aline, que tout le monde connaît, qui à ce jour reste vraiment dans les mémoires. Alors, c'est vrai que c'est un tube qui est très orienté années 60, mais Christophe, c'est pas juste Aline ou les mots bleus, là c'est plutôt 1974 avec Jean-Michel Jarre. Christophe, c'est aussi un rocker, un peu dandy, qui se sentait pas vraiment chanteur, mais plutôt modeleur, comme tu disais, de matière sonore, tendu vers une inlassable quête de beauté et d'invention. On voulait rendre hommage à l'artiste, même si nous, on est tout petit, on n'est rien du tout. Mais nous, ça nous a touchés en tout cas. On remercie la radio FIP. On n'est pas du tout partenaire avec eux, mais on la remercie parce on aimerait bien. Mais on aimerait bien. Mais non, on la remercie parce qu'ils ont fait depuis quelques jours pas mal de rétrospectives sur Christophe. Ils ont rediffusé des lives et puis ils ont fait un certain nombre d'articles. Ouais, il y a de très bons contenus sur le site de FIP concernant Christophe. Et on a trouvé ça très chouette et ça nous a touchés déjà parce qu'on aime l'artiste et parce que FIP a vraiment fait vivre le personnage là pendant 3-4 jours. Voilà. Donc si vous avez envie, on vous conseille de prendre quelques moments pour écouter aussi les autres créations de Christophe, comme Paradis perdu, Collector avec Ghost Rider, la chanson Dangereuse qui est sublime. Bref, Christophe, c'est beaucoup de choses. Préparer les mouchoirs. Ouais, préparer un peu les mouchoirs, mais pas que. C'est aussi un des inventeurs de la musique électronique. Dès les années fin 60, début 70, il était un des pionniers. Il est parti aux États-Unis et comme Jean-Michel Jarre, comme Céron, on le sait peu, mais Christophe, c'est quelqu'un qui est un des pionniers de la musique électronique et de la French Touch. Donc voilà. On ferme la parenthèse, mais c'était important pour nous d'en parler parce que comme ça reste dans nos mémoires d'enregistrement. On sait que ce jour-là, on en a parlé. Voilà, c'était important pour nous. Alors, on va un peu plus rigoler si tu veux bien. Parce que on a plombé le truc direct. Là, c'était un peu lourd. Bon, depuis la dernière émission, alors qu'est-ce que t'as regardé t'as bien regardé des daubes ou des nanars ou des trucs chouettes Ouais, bon, alors... Qu'est-ce que t'as regardé depuis la dernière fois? Bon, j'ai fait le tour de Sliders Monde Parallèle. Ah, ça y est. Ça y est. Voilà. Ça, c'est fait. Et
comme j'étais un petit peu en manque de séries, d'épisodes, etc., mais que je fais partie des malheureux qui n'ont pas Netflix. Oui, ça existe. Il y en a parmi nous qui n'ont pas Netflix. C'est possible. Ou Disney+, parfaitement. Bon, il y en a aussi qui le regrettent et qui voudraient bien l'avoir, mais c'est pas encore le cas. Et donc, j'ai regardé, par le biais d'un cadeau de Noël incroyable que j'ai reçu, l'intégrale de West Wing. Voilà. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent West Wing, qui était connu sous le nom français À la Maison Blanche. On avait dit sympa. Ouais, mais c'est vachement sympa. Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles, c'est la série politique qui a inspiré toutes les autres. Il n'y aurait pas de scandale, il n'y aurait pas de House of Cards s'il n'y avait pas eu West Wing. Voilà. Et d'ailleurs, elles arrivent même pas encore à la cheville de la série, alors que la série a plus de 20 ans et qu'elle a commencé en 99. Donc voilà, je suis retournée à la bonne époque où le président des États-Unis était démocrate, n'était pas fou allié, et voilà, et où on parlait de vrais sujets et pas par Twitter. Et ça m'a fait du bien. Voilà. Pas de président couleur carotte. Non. Pas de président avec une moumoute. Non, pas du tout. Pas ce genre-là. Non, pas ce genre-là. Ah, pas ce genre-là. Le genre classe, le genre voilà. Raconte un peu. Donc c'est la vie. Donc c'est quoi? C'est la vie de la Maison Blanche. Voilà, ça se passe à la Maison Blanche, précisément dans l'aile ouest de la Maison Blanche. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop la série, à l'époque, elle avait reçu énormément de prix puisque son réalisateur, son producteur, étaient des amis directs de Bill Clinton. Et donc, elle avait à l'époque reçu des prix pour sa ressemblance incroyable et sa proximité avec la réalité et le reflet vraiment de réel qu'elle donnait de la vie politique américaine, parce qu'elle était directement inspirée de ce qui se passait à cette époque-là à la Maison-Blanche. Voilà. Et puis, la grande classe, ils ont arrêté le tournage et fait un épisode spécial pour les attentats du 11 septembre. Enfin, voilà. Je vous conseille vivement, si vous savez pas quoi regarder. Alors, il y a 7 saisons. Mais bon, à base de 7-8 épisodes toutes les nuits, il y a pas de problème. Ça va vite. Un petit binge-watching de la Maison Blanche, ça passe. Parce que quand tu m'as dit, j'ai regardé l'intégrale, sachant on a enregistré, on s'est parlé de ça il y a 2 semaines pour la précédente émission. T'as carburé là. J'ai menti, j'ai pas regardé l'intégrale. On m'a offert l'intégrale et donc je me fais un petit DVD de 3-4 épisodes tous les 2 jours. Oui, ça passe. C'est raisonnable. Donc sans vie sociale du coup. Confinement. C'est forcément ça aide. Ça aide. C'est ça. Et toi alors? J'ai pas regardé de série là depuis 2 semaines. Je t'avoue, comme la fois précédente, j'ai été gâté avec un certain nombre de téléfilms très improbables à la télévision. Et oui. Oui. Comme un petit l'aile ou la cuisse? Non. Ah non, mais ça c'est du temps, ça c'est le top. Non, je te parle des Candice Renoir, de la rediff de Camping Paradis l'après-midi. Tu vois, la crème quoi. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a mis ça de côté, qui occupe quand même un certain nombre d'heures par jour, quand on aime la télévision. Non, je plaisante, je regarde vraiment pas ça, je veux pas que vous croyiez ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas mal là pendant le confinement. Je sais pas si tu as remarqué, mais sur France 2, tous les jours, il y a un film l'après-midi. Ouais, et puis c'est plutôt des bons films en plus. Et il y a eu effectivement c'était quoi là récemment? Il y a eu L'homme de Rio. Mais si, avec Coluche, l'inspecteur La Bavure. Ah oui. Avec Coluche et Depardieu. Alors celui-là, peut-être qu'on en parlera, on fera peut-être une émission sur Coluche, les films de Coluche quand même. Parce que c'est quand même bien rétro. C'est beaucoup de bonheur. Ouais. On va vous faire partager. Donc non, voilà, je suis tombé sur 2-3 films sympas la journée. En plus, la plupart des films, je les ai vus, mais c'était pour noter que vraiment France Télé faisait un vrai effort. Mais si tu me demandes, puisque tu me demandes ce que j'ai regardé récemment, moi j'ai envie de parler de À la poursuite du diamant vert. Pas mal. En anglais. Est-ce que tu y tiens vraiment? Mais oui, mais pourquoi pas? Allons-y. On va voir les progrès. Romancing the Stone. Pas mal. Donc, À la poursuite du diamant vert, un film réalisé par Robert Zemeckis. Et oui,
Robert Zemeckis n'a pas juste réalisé Retour vers le futur, il a fait aussi d'autres films dans les années 80 et des bons films, dont celui-là. On a un Michael Douglas aventurier et loser en même temps qui est au top du top. Kathleen Turner qui est une romancière à succès, méga best-seller, qui est une New-Yorkaise. Danny DeVito qui est un espèce de... un kidnappeur foireux, complètement naze. Foireux, c'est le terme qui lui convient tout à fait. Et tout ce petit monde se retrouve en Colombie pour essayer de trouver un trésor qui est une pierre, une émeraude gigantesque, donc qui s'appelle le diamant vert, le corazón dans le film. Et c'est vraiment un super film. On a une musique géniale, il y a énormément d'humour, bien sûr. Le duo comique est aussi un duo amoureux au cours du film entre Kathleen Turner et Michael Douglas. Comme par hasard. Ah bah écoute, on a un Michael Douglas qui est quand même au top de sa bogossitude. Franchement, je l'ai jamais vu aussi beau gosse dans un film. Il est chouette, il est classe. Et pourtant, c'est un loser. Parce que quelque part, voilà. Mais c'est un loser aventurier. C'est ça qui le rend charmant. Ouais, oui. Encore une fois, on a de la nuque longue. Donc, si vous aimez les nuques longues, la Colombie ou l'Amérique du Sud, les diamants, car rapport. Le mix complètement improbable. Et les romans à l'eau de rose. Ce film est fait pour vous. Non, vraiment, c'est un très bon film. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. De mes souvenirs de petit en VHS chez mes parents, j'en étais resté là. Je l'ai revu là. C'était vraiment un super moment. Je vous le conseille. Bien. Alors Zoulou, parce que c'est bien tout ça, Christophe, West Wing, le coronavirus, mais bon, on n'est pas là pour enfiler les perles, figure-toi. Non, effectivement. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de Sister Act. Ah, voilà. Ça c'est très très bien. On va parler de Sister Act, ou Rock and None, comme on l'appelle au Québec. Rock and None. C'est ça. T'as été québécois, non, mais tu vois que je maîtrise quand même l'accent québécois que l'accent anglais. Oui, bah alors contente-toi de dire les titres de musique en québécois la prochaine fois. Non, Sister Act, donc Rock and None au Québec, puisque voilà, vous le savez, en général, nos cousins québécois ne font pas de titres anglophones et préfèrent utiliser notre belle langue française pour nommer les films. Donc le premier, Sister Act, qui sort en 92, réalisé par Émile Ardolino, et la suite en 93, réalisée par Bill Duke. C'est aussi des productions Disney. Disney, ils sont partout. Oui. Ils étaient déjà partout à l'époque. Ils étaient déjà partout. C'était Sister Act, c'était Rasta Rocket. C'était de la bonne... Chérie, j'ai rétréci les gosses. Exactement, de la bonne comédie familiale, comme on n'en fait plus trop. Et puis, dans les années 2000, Sister Act, ça a aussi donné une comédie musicale. Voilà. Oui, je parle du premier film. Oui. Alors on voit surtout de suite. Il part du premier, mais il n'y en a pas non plus 5. Il y en a 2 seulement. Voilà. Donc cette fois-ci, alors, Sister Act 8, dans la maison de retraite. On va essayer d'être un peu plus concis cette fois-ci. Avec 2 films, ça devrait. Voilà, on va vous raconter comme la fois précédente l'histoire résumée des 2 films. Et puis ensuite... en partant du principe que vous les avez vus, donc... Ou que vous les connaissez. Il ne faut pas nous en vouloir si on spoil un petit peu. Non. Et il ne faut pas nous en vouloir si on oublie aussi des détails, parce qu'on est là pour raconter notre ressenti, vous donner envie, soit de le voir, soit de le revoir. Voilà, donc on va réécouter les 2 films. On va faire un petit focus sur les personnages. La musique, parce que vous allez voir, la musique, elle est essentielle dans... J'ai dit la même phrase sur le précédent. Oui, mais en même temps, c'est vrai. Là, c'est vraiment... Non, mais c'est un film musical. C'est un film musical, c'est un film chanté. La musique est un personnage à part entière du film, quoi. Et puis, des anecdotes de films. On va découvrir aussi, on le verra tout à l'heure, qu'il y a des futures graines de stars qui ont émergé grâce à ce film. Et puis voilà, un certain nombre de petites anecdotes, des tips. Voilà. Donc je vais commencer et vous parler du premier film. Donc l'histoire se passe à Reno, dans le Nevada, en 1992.
Donc Reno, pour ceux qui ne le savent pas, c'est avec Atlantic City, c'est le Las Vegas du pauvre, on peut dire ça. Oui, c'est à peu près ça, c'est bien résumé. Pour vous faire un parallèle, c'est Reno est à Las Vegas ce que la Grande Motte est à Monaco. Non, mais quelle belle comparaison. Ah, tu vois. Ah oui. Ah oui. Attendez là. Bah oui. Non. Bah si. La Grande Motte est... Bon, c'est pas le sujet, mais... Bah t'as déjà été au casino de la Grande Motte ? Non. Bah oui. Hein, ah d'accord. Je payais mes vacances à Palavas-les-Flots quand j'avais 16 ans au casino de la Grande Motte, mon petit pote. D'accord, excuse-moi, je savais pas que t'étais autant impliqué dans le sujet. Ah bah attends. Bon, laisse-moi avancer. Alors, Reno, 1992, et on a donc un certain nombre de bouges, dont un cabaret qui s'appelle le Clair de Lune, et dont la chanteuse, la meneuse de revue, qui s'appelle Dolores von Cartier, qui est interprétée par Whoopi Goldberg, la grande Whoopi Goldberg, qui incarne ces deux films. Et donc elle se produit tous les soirs avec ses deux choristes, un peu comme Diana Ross et les Suprêmes un peu. Hein. C'est un peu la parodie. C'est ça. Donc elle est toute en strass, en paillettes. Elle reprend les tubes soul de la Motown tous les soirs dans ce cabaret. Le cabaret, lui, il est dirigé par un mec qui s'appelle Vince LaRocca, qui est interprété par Harvey Keitel. Ah, ça marche bien ce truc là de duo là. Un soir, après une représentation, par hasard, alors qu'elle n'est pas censée se trouver sur les lieux, elle assiste à l'assassinat du chauffeur de Vince, quand celui-ci découvre qu'en fait il est un indique auprès de la police. Donc Dolores, en découvrant ça, elle prend la fuite. Je sais pas, Vince, franchement, je lui trouve l'air pas très catholique. Ah ouais? Ouais. Maton. Allez me la chercher, il faut qu'on discute. Si elle se tire, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites ce qu'il faut. Et craignant pour sa vie, elle va aller voir les autorités. Et donc en expliquant qu'elle était témoin d'un meurtre à la police, elle découvre que Vince est déjà connu des services de police pour des faits de crimes organisés, de vol, d'extorsion de fonds, etc. Quoi. En gros, c'est pas... c'est pas un enfant de cœur. Non, c'est pas un enfant de cœur, sans jeu de mots. Mais ouais, exactement. Donc le lieutenant Eddie Sauser, qui enquête déjà sur Vince, a besoin que Dolores puisse témoigner dans un prochain procès à venir. Et donc pour la protéger des hommes de main de Vince, qui veulent la buter, la réduire au silence, il doit donc lui faire endosser une fausse identité. Et là, il a l'idée du siècle. Il va alors la cacher dans un couvent à San Francisco, vêtue en religieuse catholique et sous un faux nom, Sœur Marie-Clarence. Donc il y a que la mère supérieure du couvent et l'évêque qui sont au courant de sa véritable identité. Par contre, toutes les autres sœurs, elles sont convaincues que c'est une véritable bonne sœur qui est juste de passage en ville, quoi. Dolores va avoir de nombreuses difficultés relationnelles, c'est peu de le dire, avec la mère supérieure qui n'a pas finalement eu d'autre choix que de devoir accepter la présence de la fugitive. Premièrement, par respect, on va dire, des préceptes religieux, et puis, on va pas se mentir, par ordre aussi de l'évêque, mais aussi parce que la police va lui faire un petit chèque de $10 000 pour remercier le couvent. Votre pauvreté, mais pas trop quand même. Donc la police va offrir $10 000 au couvent, un couvent qui est un peu en décrépitude, et ça permettrait de le sauver, quoi. Donc la mère supérieure, jolie, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Ouais, très jolie, mais moi je serais quoi là, dans Quasimodo ou une de ces cloches? On joue à quoi là? Je veux que vous restiez ici quelque temps. Où ça? Dans le couvent. C'est l'endroit le plus sûr du monde. Vous croyez que Vince viendra vous chercher dans un couvent? Dans un quoi? Un couvent? Non mais ça va vraiment pas, vous savez quoi? Je vais aller voir Vince, moi je vais tout régler avec lui. Je vais pas aller me cloîtrer dans un putain de couvent avec des bonnes femmes qui baissent même pas.
Dolores, Vince a engagé un tueur. Le contrat est de $100 000. Et vous savez de quoi il est capable? Écoutez... Une balle dans la tête et c'est réglé. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Vince connaît énormément de gens. Vous savez ça. Il en connaît vraiment partout. Ce que je veux dire, c'est qu'il va me chercher partout. Partout, sauf dans un couvent. Oh, la barbe! Personne n'est au courant à part moi. On essaie d'accélérer le cours de la justice. Dans 2 mois au plus, on en verra le bout. Je vous promets que je vous tirerai de là aussitôt que je le pourrai. Mais qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais devenir folle. Est-ce que vous m'imaginez au milieu de ces blanches en soutane? Vous me dites ce que je vais faire ici? Priez. Prier. Cette mère supérieure, elle s'appelle comment déjà? Elle a pas de. Elle s'appelle juste mère supérieure. Ah ouais, elle s'appelle, Parce que tout à l'heure, je me demandais le nom. Non, Et en fait, elle l'appelle ma mère ou ouais. la mère supérieure. D'accord. Ou... Non, mais ça aurait pu être non, à Marie aucun machin. Non, c'est un peu comme Colombo. À aucun moment on connaît son nom en fait. Ah, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a un ou deux. Non. Tu crois vraiment qu'on connaît pas le prénom de Colombo? Non. Dans le premier épisode, il y a un flic qui fait genre, il s'appelle Franck, Oui. mais en fait, c'est jamais avéré que c'est vraiment son prénom, quoi. Et la mère supérieure, c'est pareil, elle a pas de prénom. En tout cas, c'est bien le seul endroit sur cette terre où on va pouvoir comparer une bonne sœur avec Colombo. Et ben voilà, tu me fais plaisir. C'est fait. C'est très bien Colombo. Il faut regarder Colombo. Hein. Mais oui, vive Colombo. Ouais, vive Colombo. Donc, revenons au sujet. En effet, la mère supérieure, elle a conscience des mœurs de Dolores, qu'elle considère clairement comme des dépravations, hein, et qui sont complètement en contradiction avec les règles, les coutumes qui sont hyper strictes du couvent qu'elle dirige. Hein. Parce que c'est un couvent, donc c'est encore plus strict que les règles classiques catholiques, quoi. Et donc, de par le caractère de Dolores, elle craint que... Et ses vêtements. Oui, ben, c'est ça. La coiffure et les paillettes et tout ça. Tout ce qui fait mal aux yeux. Donc, elle craint que toutes les actions un peu excentriques que Dolores fait, que plutôt Sœur Marie-Clarence fait, puissent atteindre les autres pensionnaires. Et puis, voilà, elle craint que ça modifie radicalement le mode de vie des sœurs. Elle a vraiment, vraiment peur de ça. Et donc, comme elle n'a pas confiance en Dolores, elle essaye de réduire au maximum son terrain d'action, quoi. Et donc, elle assigne Dolores qu'à une seule tâche, c'est s'occuper de la chorale. 2, 3... On a réussi, nous avons vraiment chanté en accord. C'est extraordinaire. Oui, vous avez tenu cet accord 2 petites secondes. La deuxième étape, maintenant, c'est d'apprendre à vous écouter les unes les autres. C'est la base de tout. La base. Tout repose sur l'écoute les unes des autres si vous voulez former un groupe. Je le savais aussi. Sœur Marie Lazarus, à l'instant où j'ai mis les pieds dans ce couvent, j'ai su que vous le saviez. Je l'ai su. Vous êtes une personne qui aime l'effort, la discipline, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis une religieuse. 4 papes, déjà. Tant que ça. Waouh. Dites-moi, est-ce qu'elle répète souvent? 2 heures, 2 fois par semaine. Ça suffit pas. Je veux dire, écoutez-les bien. Elles ont besoin de travailler énormément. Elles doivent répéter tous les jours. Elle a des idées. vous pensez vraiment qu'elles peuvent faire des progrès? Je ne sais pas. Elles sont encore un peu novices. Elles manquent d'expérience, surtout. Je vous en prie, laissez-nous essayer. Oui. Ça va être l'enfer. Ne m'en parlez pas. Alors, chorale, c'est... Le mot est vite dit. C'est vrai qu'au début, c'est pas fameux. C'est ça. En gros, c'est une chorale qui est pas coordonnée. Les sœurs, elles chantent complètement faux. Les chants sont hyper classiques en mode latin ++. Donc, c'est sûr que... C'est pas sexy. C'est pas sexy. Mais, Sœur Marie-Clarence, en découvrant qu'il y a des pépites, donc Sœur Marie-Patrick et Sœur Marie-Robert, qui ignorent qu'elles ont des voix incroyables, Dolores va donc se rendre compte qu'il y a un vrai potentiel et elle va alors donner un nouvel élan à cette chorale et puis petit à petit va leur apprendre le gospel, quoi. Donc elle va transformer une chorale latin hyper poussive, etc. De blanche en soutane, comme elle les appelle, en gospel qui a sa groove dans tous les sens. Et c'est vrai que dès la première représentation à la messe, c'est un carton, c'est un véritable succès. Hein. Progressivement, l'église se remplit, parce que les gens, ils entendent de l'extérieur que ça swing dans l'église, quoi. Et donc l'église se remplit à nouveau, les dons affluent, et puis progressivement, les médias s'intéressent à cette chorale,
Les journalistes viennent faire des reportages, etc. Parce que c'est quand même... voilà, c'est une chorale qui est... L'église, c'est quand même dans un quartier un peu chaud de la ville, très pauvre, etc. Donc ça fait progressivement... Il y a plus de putes et d'alcoolos que, c'est un peu ça, ouais. que de fidèles. Donc, progressivement, ça fait la une des médias et tout le monde en parle. Ah oui, et comme tout le monde en parle, Vince, de son côté, qui a mis en place un certain nombre de taupes dans la police, il réussit finalement à savoir où se cache Dolores et il réussit également à la kidnapper et pour la ramener à Reno et clairement pour la zigouiller, quoi. Donc il réussit son coup, elle se fait embarquer par les 2 hommes de main de Vince, direction Reno, et les bonnes sœurs, en apprenant ça, elles décident de foncer à Reno pour la sauver. D'ailleurs, elles empruntent. Il y a une scène, je sais pas si tu mais j'aimerais bien. La scène où elles empruntent un hélicoptère. On peut pas dire que emprunter soit vraiment le mot finalement. C'est vraiment un hold-up, quoi. Oh, c'est pas vrai. C'est un appel à la générosité quand même. Bah, on écoute. Ouais. On écoute ça. Pour Reno, ça ne vous coûtera que $1500. C'est 500 de moins que le prix habituel. Mais voyons, nous n'avons pas $1500. Eh bien, dans ce cas, je ne peux rien faire pour vous. Bon, écoutez, il faut que je vous laisse. Je dois vérifier des tas de choses avant de partir. Mon père, ne reprochez pas à ce jeune pilote de nous abandonner dans notre grande détresse. Et quand il paraîtra devant vous lors du jugement dernier, ne l'envoyez pas en enfer. Et par pitié, ne le traitez pas avec le même dédain qu'il a eu pour nous. Juste parce qu'il est incapable de charité, ne laissez pas ses prières sans réponse lorsqu'il vous implorera. Nous savons qu'il est plus facile d'exaucer les prières d'un homme qui n'a pas été sourd aux prières des autres. Mais s'il se tournait vers vous pour vous demander de soulager ses souffrances... Tels que des rhumatismes déformants, oui. La perte de ses cheveux ou des polypes, tu l'arrêtes. Ne le laissez pas devenir chauve et hurler de désespoir. Veillez sur lui de la même manière qu'il refuse de veiller sur nous. Et si vous ne pouvez pas le faire, nous saurons que vous aurez fait de votre mieux. On vous l'a dit, pensez au jugement dernier. Mes sœurs. Ça va s'arranger. Alors tu vois, c'est un peu de son plein gré finalement, le pilote il accepte de les emmener à l'insu de son plein gré finalement, tu vois. Une petite culpabilisation en règle, hein, le jugement dernier, tout ça, il manquait plus que les 7 plaies d'Égypte et on était bon, quoi. En tout cas, ça leur permet d'arriver à temps. L'hélicoptère, c'est assez rapide. Et donc elles se rendent en direction de Reno. Pendant ce temps-là, Dolores, elle est arrivée à Reno et elle essaye de faire croire qu'elle est devenue une vraie bonne sœur. Hein, elle est rentrée dans les ordres, comme on dit, une vraie religieuse. Et que, pour des tueurs italiens de la mafia, donc pratiquants catholiques, il est carrément pas envisageable de tuer une bonne sœur, quoi. Comme on dit, ça se fait pas. Cette fois, tu nous auras pas. Allez, déshabille-toi. Quoi? Allez, discute pas, enlève ton déguisement. Oui, c'est ça, enlève tes fringues. Voilà autre chose. Oh merde, voilà quel prix. Seigneur, accordez votre pardon à Willy et Joey, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils le font parce que Vince leur a demandé, pour la simple raison qu'il est trop lâche pour se mouiller. Il a donc fait appel à ces 2 hommes pour faire le sale boulot à sa place. Je vous demande donc de leur pardonner. Expectum cacatum, toutou et blou-boum. Amen. Amen. Tout est bien qui finit bien. Les bonnes sœurs arrivent à temps au cabaret. Il y en a même une qui joue aux machines à sous. Dolores est sauvée. Vince est emmené sous les barreaux. Et la troupe retourne à San Francisco au plus vite pour faire une grande représentation devant... Tu sais ? Le pape. Mais oui, le pape. JP, quoi. JP Chou. Jean-Paul II. Ouais, exactement. Le pape Jean-Paul II, qui dans le film a entendu parler de la chorale et qui a décidé de venir l'entendre chanter. Mais peut-être que dans la vraie vie aussi, il a entendu parler de la chorale. C'est possible, ouais. Bah ouais, je suis sûre qu'il a regardé le film. Ah, c'est possible. Mais t'imagines les soirées tout seul au Vatican. Ouais, on doit se faire chier quand même. Il a dû mater le film, il a dû se marrer. Ouais. Ouais, il se trouve, il a une méga... il avait une méga... salle de ciné avec plein de VHS et tout. Le kiff.
Donc voilà, tout est bien qui finit bien. On a une super scène de fin avec vraiment on est presque dans du spectacle chanté devant une église pleine. Ça swing à mort. On voit même le acteur, le figurant qui joue le rôle du pape. On le voit de dos. Il commence à applaudir, il se lève pour danser, etc. Et voilà comment se termine ce premier film. Dans la joie. Merci Data. Mais de rien, ça me fait plaisir. C'est à toi de jouer, Zoulou. Alors donc, tu nous parles de la suite, c'est ça ? Oui, je vous parle de Sister Act, acte 2, comme on l'appelait en français, ou Rock and Non 2 au Québec. Rock and Non 2, tout. Non, je crois qu'ils disent pas tout. Rock and Non tabernacle. C'est ça. Voilà. Donc, Rock and Non 2, 2 points, de retour au couvent. Ça, c'est le titre intégral du deuxième volet au Québec. Donc voilà, on est en 93, un an après la sortie du premier dont tu viens de nous faire un petit résumé. Et là, on a changé de niveau. Hein. Clairement, on n'est plus ni à Reno ni à San Francisco. On est direct à Las Vegas. Méga cabaret, grosse scène, gros concert. Et la star, Dolores. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour son dernier show de la saison sur la scène du somptueux Star Desert Inn Hotel de Las Vegas, nous avons l'immense plaisir d'accueillir celle que vous attendez tous, Dolores Van Sartre. Elle a un show énorme qu'elle assure tous les soirs avec des danseurs. Et parce que aussi, à la fin du premier, on comprend très bien qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre pour elle et pour les bonnes sœurs. En gros, il y a une méga carrière. Etc. Mais voilà, là, on a la preuve qu'elle a transformé l'essai. Elle a un manager qui est insupportable avec un costard vraiment coupe années 90, jaune canari, vraiment une pépite. Ça fait un petit peu mal aux yeux quand on le regarde. Mais voilà, donc gros concert, grosse structure, manager, etc. Et là, pendant un de ces shows, au moment où d'ailleurs elle joue le numéro de la bonne sœur, elle voit débarquer ses anciennes copines, sœur Marie-Robert, sœur Marie-Patrick et sœur Marie Lazarus, qui était l'ancienne chef de chorale. Et du coup, elle est en plein show, mais elle leur fait quand même une petite dédicace, etc. Elle se demande ce qu'elles font là. Et elle finit, bien sûr, par discuter avec elle à la fin. La mère supérieure est désespérée. Il faut absolument qu'elle rapplique à San Francisco. Ah, donc ils doivent la ramener. Ouais, elles doivent repartir avec elle. C'est pas négociable. Donc, elle négocie pas. Et elle débarque à San Francisco. Mais pourquoi alors ? Pourquoi ils la ramènent ? Eh ben, figure-toi qu'elles sont toutes devenues enseignantes dans ce laps de temps. Et elles sont enseignantes pas n'importe où, au collège Saint-François de San Francisco, qui est l'école où était Dolores elle-même quand elle était donc ça boucle un peu la boucle. Donc voilà, ça boucle, voilà, exactement. Bon, et qu'est-ce qu'ils lui veulent alors à Dolores ? Eh ben, figure-toi qu'ils en veulent pas à sa vertu. Hein, J'espère bien. Mais la mère supérieure qui a connaissance que le collège est en danger de fermeture, mais pour l'instant c'est encore en sursis, se dit qu'on peut peut-être réitérer l'exploit que Dolores avait accompli au couvent avec un sauvetage du collège avec une chorale probablement, enfin en tout cas dans l'esprit de la mère supérieure, c'est sûrement ça. On lui donne bien sûr une classe haute en couleur avec plus ou moins des cassos, hein. C'est toujours un quartier difficile, public pas forcément assidu, etc. Et donc elle se retrouve propulsée du jour au lendemain enseignante avec une classe qui n'est pas des plus faciles. Donc bon, je te passe les... Surtout pour une matière dont tous les jeunes se foutent. C'est ça. Bon, et puis pas de matériel, pas de moyens. En gros, on la plante là et on lui dit débrouille-toi, quoi. Alors elle fait ce qu'elle peut. Bon, je te passe les péripéties, de le derrière collé à la chaise et autres. C'est vrai, il lui colle le cul à la chaise, exact. Ah ouais. C'est mythique, ça. Ouais, d'ailleurs, je trouve... On peut vous passer l'extrait, c'est plutôt sympa. C'est une bonne idée. Dis-moi une question indécente. Qui sont les suprêmes ?
Vous ne connaissez pas Diana Ross? Ah, Diana Ross? Ouais. Oh, permettez-moi de vous dire, c'était le plus grand de tous les groupes. D'ailleurs, vous l'entendez, vos camarades ont tout de suite dit oui, parce qu'elles étaient formidables. Et ce que j'aime dans la musique d'aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des emprunts à tel type de musique et à tel autre type de musique. Et en fin de compte, ça colle. En fin de compte, ouais. C'est la fusion. Oui, la fusion. Oh, je suis contente qu'on se comprenne. Et quand je dis que ça colle, c'est que... Vous vous êtes fait piéger! Ah voilà, vous avez vu. Bon, c'est visuel, mais... Enfin, vous avez vu, non, vous n'avez pas vu, mais vous avez compris. J'espère que vous avez réussi à imaginer quand même, mais non, mais cette scène, elle est très très bien. Et voilà, bon, une fois ce petit bizutage passé, finalement, elle arrive à instaurer une relation un peu plus confiante avec les élèves, avec un peu plus de respect, etc. Et elle se rend compte par hasard, au détour d'un exercice, que finalement, il y en a certains qui savent chanter. Alors, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, ouais. Mais bon, c'est un ou deux élèves. Et donc, elle se dit, ça y est, banco, je sais ce que je vais faire d'eux, je vais faire une chorale. Ça va, merci beaucoup, ça va plus que bien. Tu parles que ça s'améliore. D'où ça sort, c'est formidable. Bah quoi, c'est mon cours de musique, non? Oui, c'est ton cours de musique, mais vous m'aviez pas dit que vous saviez chanter. Non, je vous jure, c'était plus que bien. Ah ben ça y est, j'ai enfin une idée. J'ai compris ce que je dois faire de vous pendant cette classe. Si. Je vais faire de vous une chorale. Non! Alors, les réactions sont pas des plus enthousiastes au début. Pour eux, c'est un truc de ringard, ça craint, ils vont se faire taper à la sortie. Enfin voilà, c'est un quartier où voilà, tu dois jouer le chaud, le dur et pas faire partie d'une chorale de bonnes sœurs, quoi. Mais bon, elle parvient plus ou moins à les embarquer dans l'histoire jusqu'à ce qu'elle se retrouve à la porte du proviseur lors de la sentence finale, quoi. Voilà, elle entend derrière la porte que définitivement l'école va fermer. Et c'est pas la seule indiscrète parce que certains des élèves de sa classe écoutent aussi derrière le carreau. Et là, c'est la magie du cinéma. Hollywood, Walt Disney. Tout c'est pareil. Voilà, tout se met en place, tout se goupille. Dolores, mais comment elle va alias sauver... Marie-Clarence, complote avec les sœurs. De leur côté, les élèves se disent bon, ok, on peut peut-être faire un effort et tenter cette histoire de chorale. Tout le monde y met de la bonne volonté, ça s'entraîne discretos, etc. Et il y a le test ultime avant de savoir si oui ou non on continue. C'est le récital devant l'école. Et donc ça commence un petit peu timidement. Bon, ils sont pas ultra en forme. Le public est un peu dubitatif. Et là, c'est la révélation. Comme dans le premier, le plus timide, celui qui savait pas où se mettre et qui savait pas chanter, nous sort la note que même Maria Carey elle a jamais fait dans sa vie. Et on en parlera tout à l'heure pour la partie musique. Là, c'est standing ovation. Tout le monde est subjugué et tout le monde se dit ok, il y a vraiment du potentiel. De fil en aiguille. En farfouillant dans les archives, on se rend compte qu'à l'ancienne, l'école participait déjà à des concours de musique et avait l'habitude de gagner, comme par hasard. Et du coup, ça fait tilt. C'est peut-être la solution pour sauver l'école. La solution pour sauver l'école, parce qu'aux États-Unis, il y a des systèmes comme ça soit de championnats sportifs ou de concours de sciences ou de musique où ça a une portée nationale. Excuse-moi, c'est vrai qu'on voit ça beaucoup dans les séries, par exemple. Souvent, les étudiants type lycée ou collège, ils participent à des concours inter-écoles. C'est ça. Et alors, moi, je connais pas trop. T'as le concours inter-école. Ça a une vraie légitimité. Ça a une vraie légitimité. Et puis surtout, c'est si l'école se distingue et réussit à avoir une vraie notoriété au niveau de l'État et encore plus au niveau vraiment de tous les États-Unis, tu peux derrière avoir des bourses pour aller à l'université. Enfin, il y a des championnats, les championnats d'école qui sont certains pour le sport très suivis, même à la télé, etc. Bon, pour la musique, c'est un peu différent, mais en tout
tout cas, c'est un truc qui compte, quoi. Et donc, ils se disent, bon, bah, avec ce concours national, on peut vraiment toucher les institutions, toucher le public et obtenir des subventions et sauver l'école. Alors, c'est parti dans cette optique, mais premièrement, il faut de l'argent. L'argent, il n'y en a pas. L'école ne veut pas en donner. Il faut se débrouiller avec des concerts et des levées de fonds, etc., pour trouver l'argent nécessaire. Et puis, il faut que la classe soit au complet. Sauf que dans la classe, il y a celle qui est interprétée par Laurie Neal. Oui, mademoiselle Watson. On n'en veut pas de votre ère nouvelle. On était très bien comme on était avant, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Alors, si vous voulez nous saquer, vous gênez pas, allez-y. Moi, je change rien. Qui est un peu la rebelle du groupe et qui en même temps vit avec une mère veuve qui a perdu son mari, loser de la musique, etc., qui veut pas du tout voir sa fille prendre le même chemin et qui lui dit la musique et le chant, tu oublies, quoi. Tu vas travailler. Elle est un peu con, la mère, parce que quand même, moi je sais pas. Mais elle l'a même jamais écouté chanter. Ma fille, elle a une voix de ouf, genre. Ta fille, c'est Laurie Neal, tu lui dis chante. Non, mais ta fille, dans le film, ta fille, c'est pas Laurie Neal. Ta fille, elle a la voix de Laurie Neal dans le film. Et tu la laisses chanter. Merde, tu fais quelque chose, quoi. Mais ouais, mais ton mari, il est mort à moitié, de ce qu'on comprend, à moitié clodo, à faire la manche, etc. Il a jamais percé. Et donc, elle a dit, une fois, pas deux, quoi. Et donc, elle lui dit ton concours et tes histoires de classe de musique, fin de l'histoire. Donc, quoi, elle lui interdit Elle lui interdit de participer à la classe, de participer au concours. Donc bon, c'est un peu le moment suspense où tu dis, mince, s'il n'y a pas elle qui fait le solo, etc., le concours, c'est mort, machin. Mais une fois de plus, c'est Disney. Mais finalement... Gérard Jugnot, il a rien inventé avec les choristes. Mais non. Non, parce que là, je t'entends raconter l'histoire. Il a fait un bond de 50 ans en arrière, Pépino et tout. J'ai l'impression que c'est les choristes. C'est ça. Mais on n'est pas au niveau du swag, au niveau du béret Kangol et tout ça. On n'est pas dans la même décennie en termes de look, quoi. Il n'y a pas de Ghetto Blaster. Non, et il n'y a pas de gospel. Mais il y a de l'idée. Ouais. Non, désolé, c'est assez similaire. C'était trop fort, mais pendant que tu étais en train de raconter, je te jure, j'avais l'image des choristes en tête. Tu sais, quand il y a un bon pitch, en général, il est quand même malin, quand même. Il est quand même réutilisé un certain nombre de fois, quoi. Bon, désolé, excuse-moi de t'avoir Mais je t'en prie. Bref, je dis pas de chanteuse, pas de chorale, pas de concours, et pas de concours, pas de concours. Voilà, donc fin de l'histoire. Et bon, finalement, une fois de plus, tout est bien qui finit bien. Elle arrive à falsifier la signature de sa mère. Elle arrive à grimper dans le bus le jour J. Alors, tout le monde est là? Oui, Attendez-moi. Merci. Je suis contente que tu sois là. Oh, excuse-moi, l'autorisation. Incontournable. Merci. Dépêche-toi, monte vite. Bonjour, Rita. Ils s'embarquent pour le concours, tout le monde est au top, les tenues sont prêtes, les coiffures, c'est pas ça pour tout le monde, mais au niveau du petit afro des années 90, ambiance Prince de Bel-Air, on a 2-3 problèmes en coulisses. C'est vrai. Mais grosso modo, ça passe. On s'en sort. Et là, patatras. En même temps, bien sûr, de l'autre côté, l'administrateur qui veut fermer l'école farfouille dans la bibliothèque et trouve la une d'un magazine ambiance Rolling Stones ou un rock avec Dolores Van Cartier, star de Las Vegas, en mais photo. Ça veut dire que personne d'autre à part les sœurs. Non, jusqu'à présent, non, elle était comme dans le premier, elle est en mode couverture, sous-marin, quoi. Et là, il se dit, non. Il vient de découvrir le poteau rose. Et il dit, il est hors de question que cette fausse bonne sœur, star à la petite semaine de Las Vegas, s'infiltre dans l'école et que par une supercherie, finalement, nous ridiculise et puis surtout ruine mon projet qui est de faire un truc rentable à la place d'une école qui me rapporte
n'apporte rien, quoi. En gros, c'est ça. Il s'embarque dans un périple avec les frères de l'école qui savent pas conduire. Enfin, c'est toute une histoire. Ils arrivent en vie miraculeusement sur les lieux du concours. Entre-temps, les frères qui jouent un peu la mascarade, mais qui, eux, n'ont pas du tout envie d'empêcher qui que ce soit de chanter, finissent par l'enfermer dans un local technique, enfin bon, sous un prétexte fallacieux. Et je propose que vous puissiez écouter ça. Oui, celui-là. Monsieur Chris, je les ai vus, je les ai entendus. Il parlait du système de ventilation, moi je sais pas. Le système de ventilation? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'auriez pas abusé encore du vin de messe, mon père? Oh, ça par exemple. Moi je crois qu'ils sont là-dedans. J'entends des voix. Alors, je me doute que vous entendez des voix. Tenez, et voilà, après vous. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Pardonnez-moi. Hey, mec, qu'est-ce qui vous prend? Trouvez quelque chose pour bloquer, vite, vite, vite. Hey! Bon, voilà, donc le vieux Monsieur Crisp, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah mais oui, Monsieur Crisp, Monsieur Croustillant. Le vieux Monsieur Crisp se retrouve enfermé à grand renfort de saucisson, parce que dans l'extrait, vous ne l'entendez pas, mais c'est un saucisson qui sert à... dire ça. Là, les gens, tu vois, ils écoutent notre voix, ils essaient de visualiser une scène. Tu leur dis qu'à coup de saucisson, il se fait enfermer dans un placard. Vous imaginez 3 frères de l'église catholique romaine, un prof de maths, un prof d'anglais et un frère cuisinier. Il y a de la moustache, il y a de la soutane. Qui lui-même est allemand. Et qui voue un véritable culte, sans offenser qui que ce soit, à la saucisse. La saucisse de Fribourg, de Strasbourg, de Brandebourg, etc. Bon, tout est à base de saucisse. Et donc, effectivement, il a fait le déplacement avec un tout petit peu de matos, un méga saucisson de 40 cm que le... Bon alors, reprenons. Si vous aimez la moustache, la soutane, pas de sous-vêtements, les chaussures de gladiateur et les saucissons de 40 cm, ce film est fait pour vous. Je peux vous le dire. Donc, faut imaginer, voilà, 2 portes battantes avec 2 poignées et un grand saucisson au milieu à la place d'une barre de fer ou d'un manche à balai pour entraver la porte, quoi. Bon, voilà. Bon, je vous conseille de regarder ça, ne serait-ce que pour cette scène, ça vaut le coup. Voilà, c'est vraiment un grand moment de cinéma. Une fois le vieux Monsieur Crisp enfermé, tout le monde est reparti pour... Monsieur Crisp. Tout le monde est reparti. Mais que font les scénaristes, quoi? Tout le monde est reparti pour écouter les élèves qui, entre moments de doute et de motivation retrouvée, montent sur la scène. Rita, déstabilisée parce qu'elle voit sa mère débarquer dans le public, réussit à se reprendre et assure le show qu'elle doit assurer. Voilà. Et donc là, c'est vraiment l'apothéose. C'est une fois de plus la victoire de Marie-Clarence. C'est une happy end à l'américaine. Évidemment, on vous passe le suspense, il gagne le concours. Merci de griller tout ça. Et Jean-Paul II, il en pose quoi de tout ça? Mais Jean-Paul II, il est au Vatican, il attend le DVD qui va sortir, la cassette, mais moi, je croyais la qu'il VHS. était là, il assurait toutes les fins de films de Sister Act à chaque fois. Jean-Paul II, il était là, on l'appelait, tac, JP, est-ce que tu peux venir passer, là on va passer sur les 5 dernières minutes du film, est-ce que tu peux venir faire un petit déhanché? Entre-temps, JP, il a pris un abonnement à Vidéo Futur, sans faire de promo déplacée pour notre émission. Mais si vous avez vécu les années 90 et 2000, vous connaissez Vidéo Futur. Il y avait certainement un petit loueur de cassettes au Vatican et il attendait que ça sorte pour aller choper Sister Act 2, quoi. Pas mal. Ah oui, évidemment. Donc, le film finit bien. Le film finit bien, une fois de plus, voilà, c'est toute la philosophie américaine qui s'exprime ici. Les gentils gagnent, avec de l'effort et de l'entraide et de la camaraderie. On s'en sort toujours, on laisse pas les plus faibles sur le bord du chemin, tout le monde à sa place, etc. Voilà. Et donc, victoire des gentils sur le méchant Monsieur Crisp et les administrateurs qui n'en veulent qu'à l'argent. Victoire de Marie-Clarence. Voilà. Merci d'être venu, quoi. Bravo et merci pour ce petit résumé très sympa. Ça m'a donné envie de revoir le 2. Et c'est un peu, d'ailleurs, franchement, c'est un peu le même pitch que dans L'Arme Fatale, hein, finalement. C'est vraiment l'histoire d'une amitié improbable entre deux personnes que tout oppose au début et qui, finalement, vont ensemble accomplir de grandes choses. Sauf qu'au lieu de Riggs et Murtaugh, c'est la mère supérieure et Dolores, quoi. Parce que même la mère supérieure, ça l'aide, en fait. Mais bien sûr.
Ça lui fait ouvrir un peu les elle yeux était sur austère, le monde. elle devient enjouée. D'ailleurs, dans le premier, elle donne sa démission. C'est ça. Et finalement, elle démissionne pas parce que c'est pile au moment où Dolores se fait enlever. Et donc sa vraie nature de bonté, de machin ressurgit. Mais c'est vrai que elles ont chacune révélé le meilleur de l'autre. Ouais, en fait. c'est ça. Dolores est plus vulgaire et plus trash. Elle est juste une bonne chanteuse et voilà. Et la mère supérieure est plus coincée et elle fait avancer ses sœurs dans un mouvement vraiment vers les autres. Et, voilà. Sœur Marie-Clarence, vous avez encore réussi. Vous avez tous été formidables et grâce à votre immense succès, l'archidiocèse a décidé que Saint-François ne fermerait pas ses portes. Quoi? Oh mon Dieu, je suis tellement émue, je crois que je vais pleurer. Oh, je vous comprends, moi aussi, les happy end me font craquer. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Happy End, encore une fois, dans le deuxième volet, avec des chansons inoubliables qu'on vous a pas encore toutes faites écouter, mais c'est parce qu'on vous réserve le meilleur pour la fin. Ouais, on en parlera tout à l'heure effectivement de la musique, parce que on le disait au début, hein, la musique c'est au moins 50% du film, quoi. Les acteurs font un boulot de dingue, il y a des superstars d'acteurs, c'est vrai, c'est hyper comique, hyper familial, mais ce qui fait le côté Disney de ce que tu disais tout à l'heure, c'est la musique. Mais on le verra tout à l'heure. Il me semble que tu dois nous parler des personnages, c'est ça ? Oui. On va pas s'éterniser outre mesure, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de. Ah bah, il y a des pointures quand même. Voilà, de faire un petit balayage important. Comme ça des personnages phares de Sister Act. Donc bien sûr. Whoopi Goldberg, donc qui campe Dolores et la sœur Marie-Clarence, qui sont bien sûr une seule et même personne. Whoopi Goldberg, on la connaît. Elle a débuté sa carrière dans le film La couleur pourpre. Donc c'est pas le film le plus gai de l'histoire, mais c'est avec Danny Glover, justement. Exactement. T'as vu comme on est synchro là ? Incroyable. Oh là là, c'est fou. Donc elle a fait d'autres films hein, dans les années 90. Ghost est parmi les plus connus en France. Elle en a fait d'autres qui sont un petit peu moins connus. Sarah Fina, Corina, mais de très bons films, malgré tout. Ce que les gens savent moins, c'est que elle a commencé sa carrière à l'âge de 30 ans seulement. Donc elle n'était pas comédienne avant ? Non, elle n'était pas comédienne. Et ce qui est assez ouf, parce que d'ailleurs dans La couleur pourpre, elle joue quand même une gamine, quoi, une adolescente, et elle a un visage mais ultra juvénile, et à cette époque-là, elle a déjà 30 ans. Parce que Whoopi Goldberg, elle a eu une gamine à 18 ans. Et elle a élevé sa gamine avec son mari, etc. Elle a été grand-mère pour la première fois à 34 ans. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un peu aussi, une fois encore, un succès à l'américaine, quoi. Elle n'était pas du tout prédestinée à ça. Elle a eu une enfant jeune, machin, et puis à 30 ans, c'est l'explosion. Et maintenant, la carrière qu'on connaît, elle a son propre show, son propre talk show à la télé. Ouais. Enfin, c'est voilà. Donc Whoopi Goldberg. On a parlé tout à l'heure de son amant Vince LaRocca, donc joué par Harvey Keitel. Donc là encore, hein, alors lui avait une carrière bien plus fournie avant Sister Act, mais c'est quand même voilà, il a tourné pour Tarantino, pour Scorsese, pour De Palma. On l'a vu dans Reservoir Dogs, on l'a vu dans Taxi Driver, Pulp Fiction. Pulp Fiction, il joue Wolf. Il est énorme dans ce film. Bon, toujours des connards, hein, toujours des méchants. Mais des rôles de ouf, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu dans le 1, c'est vrai que c'était le quota un peu star system de Sister Act. Bon, Eddie Souther, on va vous en parler un petit peu, mais c'est vrai que il a toujours une carrière à l'heure actuelle, mais qui est un peu plus confidentielle. Il est incarné par l'acteur Bill Nunn. Alors, je pense que ça se prononce comme ça, mais j'en suis pas sûre. Et qui a joué notamment dans Do the Right Thing de Spike Lee et dans la trilogie Spider-Man plus récemment. Voilà. Il joue aussi des fois dans quelques séries policières, etc. Ouais, moi je t'avoue, je l'ai jamais revu dans un film. Il a un peu changé physiquement. Mais tu sais, c'est le genre de mec, c'est la tête, tu te dis, je l'ai vu dans une série, mais tu sais pas genre New York, tu sais, un truc genre New York Unité Spéciale. C'est ça. C'est typiquement ça. Il joue dans des séries, mais qui sont pas non plus ultra connues. Et puis c'est pas toujours des rôles récurrents. Donc voilà.
La mère supérieure. La mère supérieure. Ah oui, j'ai pas donné le nom tout à l'heure. Hein. Maggie Smith. Eh oui, Maggie Smith. Incontournable Maggie Smith. Mythique professeur McGonagall dans Harry Potter. Elle est géniale. Et puis, plus récemment, c'est la comtesse douairière dans Downton Abbey. Et au-delà de ça, elle a fait des dizaines et des dizaines de pièces de théâtre, notamment en Angleterre, puisque c'est une actrice britannique, de la télévision, voilà, beaucoup de théâtre. Grande actrice. Elle a été d'ailleurs décorée par la reine pour l'ensemble de sa carrière. Donc vraiment, là aussi, grosse pointure que Maggie Smith dans ce casting. Et puis, les rôles un peu plus secondaires, mais très importants malgré tout des deux films, Sœur Mary Robert et Sœur Mary Patrick. Mary Robert, elle est interprétée par Wendy McKenna, qui est une actrice américaine qu'on peut voir récemment dans les Experts. Elle a fait quelques films, mais elle a jamais vraiment percé, plus des téléfilms, voilà. Et Mary Patrick, qui est interprétée par Cathy Najimy, elle est mythique, qu'on a pu voir dans Hocus Pocus, pour ceux qui ont vu aussi ce film-là, et qui jouait dans une série des années 90, Les Dessous de Véronica. Les Dessous de Véronica. Ouais, J'adorais cette série. L'actrice principale, c'était la nana qui jouait dans Allô Maman, Ici Bébé. Ouais, exactement. Alors elle avait un petit peu maigri, mais elle a toujours le même visage incroyable. Elle est tellement expressive et voilà. Donc Sœur Mary Patrick, qui aujourd'hui est plus dans la production. Voilà, elle est plutôt passée de l'autre côté, mais elle continue de faire des apparitions à l'écran. On vous a parlé tout à l'heure de la révélation de Sister Act 2, Laurie Neal. Qui avait 18 ans à l'époque du film, qui n'était pas encore membre des Fugees. Hein. C'est à la suite de Sister Act 2 qu'elle va... Mais déjà à l'époque, elle arrivait en retard au concert. Exactement, c'est ça. Déjà à l'époque, on l'attendait pour débuter le show, quoi. Tu vois, bon, on va pas vous faire... C'est perso, mais on l'a un peu mauvaise. On a fait partie des gens qui ont été voir Laurie Neal en concert. Non, on a fait partie des gens qui ont voulu voir Laurie Neal en concert à Paris et qui ont attendu 3 heures pour 30 minutes de chanson à moitié bourrée. Qu'elle daigne faire une apparition. Et là, notre... Et le mythe s'est effondré. Ouais, notre idole, elle s'est effondrée, mais en 2 secondes. Parce que j'allais vous parler de l'album incroyable. Bon, on a eu les Fugees, ça c'est pour toute personne qui était jeune dans les années 90. Dans les années 90, c'était une révélation. Et puis il y a eu l'album The Miseducation of Laurie Neal, qui est vraiment un incontournable. Moi, je me suis jamais lassée de cet album. Il n'y a pas une chanson mauvaise. Il n'y a pas une Même chanson si tu n'aimes pas forcément le style R&B, en fait, c'est un mélange de plein de styles. Il y a du rap, il y a du R&B, c'est assez inclassable en fait. Et puis il y a eu la version Unplugged de MTV. Alors ça c'était exceptionnel. Moi, quand j'étais petite, je voulais être Laurie Neal, quoi. Et malheureusement, elle a cassé. Mais oui, mais tout le monde. Non, mais et elle a cassé le mythe dernièrement. Donc bon, voilà, on est désolé, c'était pas prévu, mais c'est vrai qu'elle avait déjà une réputation de diva à l'époque, et il semble qu'elle ait mérité cette réputation, quoi. Et puis Amal, quand même, parce que voilà. Le gamin, il est chouette. Hein. Donc celui qui se présente au début, Wesley Glenn James, et qui a repris le nom de ses ancêtres, donc Amal Njomo Jemae, ce qui veut dire celui qui est inspiré et qui a la langue bien pendue, d'après Marie-Clarence, qui est joué par Ryan Toby, qui a 15 ans à l'époque de Sister Act, et qui, suite à la note phénoménale de sa version de Oh Happy Day... On va vous faire écouter, mais... Non, mais personne ne peut... Mais personne ne peut y arriver. Je pense que lui, d'ailleurs, il a dû réussir à faire cette note 2 fois, et ensuite plus jamais il a réussi à la faire, quoi. Parce qu'il avait 15 ans, donc il a dû muer, et après c'était foutu, quoi. Donc il a quand même fait une petite carrière honnête, hein, dans la chanson aux États-Unis, groupe de R&B, etc. Mais il est surtout dans la production. Et puis voilà, je vous ai parlé de Jennifer Love Hewitt, qui incarne Margaret, celle qui est toujours en train de se maquiller en classe, voilà. Donc c'est son premier rôle au cinéma. Avant ça, elle faisait partie du Disney Club, mais en termes de rôle de cinéma, c'est le premier. Donc elle a eu une jolie carrière
derrière, mais on peut pas dire que ce soit vraiment un gros rôle qu'elle ait eu là. Et puis Tanya Blount, c'est dommage parce que c'est vraiment la chanteuse de gospel dans le deuxième volet de Sister Act. C'est celle qui a une voix vraiment magnifique dans la classe. Et d'ailleurs, elle le dit à un moment donné, elle dit « Moi, j'ai une voix d'église ». Et c'est vrai qu'elle a fait carrière un petit peu dans le gospel et le R&B, mais elle n'a pas percé parce qu'elle a une voix qui est vraiment connotée plutôt chant religieux, quoi. Voilà, donc on vous a fait un petit tour comme ça d'horizon des acteurs principaux. Il y en a d'autres, bien sûr, mais la liste est tellement longue que sinon l'émission durerait 6 heures. Et on est déjà en train d'exploser le quota. Donc je vais vous laisser avec ces infos-là, en espérant vous avoir donné envie d'en savoir un petit peu plus sur tous ces acteurs formidables. Mais c'est très bien parce que tu finis sur Tanya Blount qui est la musique, Lauryn Hill, Ryan Toby, donc tout naturellement. Quel bel enchaînement, je te remercie vraiment beaucoup. On va parler musique. Quelle bonne idée. Vous n'êtes pas sœur, allez, avouez. Vous en avez pas l'allure, et encore moins le comportement. Il paraît que vous êtes chanteuse de cabaret à Las Vegas. J'aimerais préciser un point important, mon cher Amal. Je ne suis pas chanteuse de cabaret, je ne l'ai jamais été, ni à Las Vegas, ni ailleurs. Je suis meneuse de revue. Oh, wait a minute! And 1, 2, 1, 2. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day. Ah oui, forcément, la musique et les chants, ça fait partie intégrante de Sister Act 1 et 2. C'est la base, quoi. Donc, globalement, bon, on vous l'a un petit peu dépeint au fur et à mesure, mais globalement, on est plutôt sur du soul, funk, blues, hein, dans la tonalité générale. Bien sûr, un petit peu plus R&B, New Jack sur le 2, hein, parce que forcément, c'est plus connoté adolescent. Alors que, et puis c'est les jeunes qu'on fait chanter, alors que dans le premier on est plutôt sur une chorale revisitée. Et puis il y a aussi tous les chants de Dolores, les reprises de la Motown, etc. On va y venir. Donc tout au long des deux films, en fait on a 3 typologies musicales. On a un mélange de musique originale qui sont composées par Mark Sheman. Donc là c'est destiné aux ambiances musicales, aux scènes d'action, aux scènes de tristesse, de joie, etc. Donc c'est vraiment de la composition originale exprès pour le film. On a un deuxième style de musique qui sont là pour le coup des chansons originales. C'est-à-dire c'est des vraies chansons chantées par les vrais chanteurs d'époque. Voilà, on a par exemple, c'est un classique, c'est super connu, Rescue Me de Fontella Bass, donc c'est une chanson des années 60. On a Roll With Me Harry. Roll With Me Henry d'Etta James. C'est une chanson un peu rock qu'on trouve d'ailleurs dans Retour vers le futur. Exactement. C'est la scène, tu sais, où il fait Donne-moi un lait au chocolat. Et hop, il a un milkshake et il fait Lorraine, tu m'étais destinée. Et ben la musique en fond dans le bar, juste au moment où Biff arrive dans Retour à le futur. C'est celle-là. Et ben c'est cette chanson d'Etta James. Donc ça, elle est vraiment vraiment cool. On a aussi Didi Sharp, etc. On a plein de stars de la Motown. Et dans le deuxième, comme on est dans une ambiance plutôt années 90, on a plutôt des groupes R&B et New Jack. Donc on a Nothing Noise, High Five, et puis on a une chanson d'Aretha Franklin, mais j'allais dire récente, pas vraiment parce que c'est les années 90. Parmi les plus récentes de sa discographie. Qui s'appelle Deeper Love.
Donc là, c'est vraiment groove à mort, quoi. Elle est géniale, cette chanson. Ouais. Mais c'est pas le moment où justement ils essaient de récolter des fonds, etc. C'est juste un petit peu après. Ouais, c'est à ce moment-là. Ce qui est marrant d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, c'est quelques années plus tard, Aretha Franklin et Lauryn Hill feront un duo. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Mais elle était à l'heure au rencard au studio ou pas, Lauryn Hill, parce que... Je pense que sinon, elle s'est fait savater par Aretha qui devait pas du tout rigoler. Elle a peut-être fait la diva avec nous, mais elle faisait pas la diva avec Aretha Franklin. Je pense que ça doit pas rigoler avec Aretha Franklin. Faut pas lui faire à l'envers. Il fallait pas. Paix à son âme. Oui, mais on a des compositions, ces musiques qui sont des musiques déjà existantes, qui sont réincorporées, et puis ce qui nous intéresse le plus dans le film, ce sont toutes les chansons super connues, des grands classiques, qui sont réinterprétées par Dolores, par les sœurs dans le premier, et par aussi des sœurs dans le deuxième, et puis par le groupe d'adolescents dans la chorale. Voilà. Tout ce qui est repris dans les chorales, c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est vraiment ça l'âme du film. On est dans la progression, et puis les reprises, elles sont folles. C'est pas des vieilles reprises toutes pourries, quoi. On a Oh Happy Day, on a des chansons classiques. On a entendu d'ailleurs tout à l'heure le final devant le pape. Là, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de Oh Maria. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure dans le premier film. C'est la première fois que la chorale de Bonne Sœur chante à l'église, le premier jour. Et donc, au début, assez classique. Puis vous allez voir que ça va partir en festif très très vite. C'est vraiment ça qui donne le point de départ à tout, qui donne envie aux gens de revenir à l'église à chaque messe, le curé qui va en parler et puis qui va mettre au courant directement le pape, etc., etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là. Et puis ce qu'on peut remarquer en fait dans ce qui est dingue, quoi, ça pourrait être nul, parce que souvent on dit les suites elles sont nazes et tout. Ça pourrait être nul, mais en fait, c'est super bien exploité. C'est que les deux films ont exactement le même schéma. Si on parle de la musique, tu parlais de Diamant Brut tout à l'heure et la comparaison entre le jeune chanteur Amal dans le 2 et puis la sœur qui est un peu la voix un peu frêle et timide. On a tous ces éléments-là.
Dans les scénarios, on retrouve les mêmes moments clés. Et dans la partie musicale, on a exactement la même mécanique. On a la première chanson de la chorale qui est un peu fragile, un peu juste. On ne l'a pas entendu encore, la chorale. On a juste vu les la 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 la. On a juste vu les entraînements. Et puis, exactement comme les spectateurs, donc dans le premier, dans l'église. Dans le deuxième, ce sont les étudiants qui regardent leurs potes. Camarades. Quoi. Ouais, voilà. On découvre donc le résultat du travail de cette chorale. Donc ça, dans les deux films, c'est au même moment, en plein milieu du film. Et ça va être, au début, c'est un petit peu fragile. Et puis après, ça va, d'un coup, les chanteuses, pour le premier, le chanteur, pour le deuxième, vont prendre leur envol dans cette chanson. Et donc là, on va reparler de la scène qui fout qui hérisse les poils des avant-bras, quoi. C'est Oh Happy Day. Tu parlais tout à l'heure de la note. Je vous propose qu'on écoute ça parce que c'est fou, quoi. Et c'est parti. Pas vous, mais moi, j'ai la chair de poule. C'est un délire, quoi. À chaque fois que ça fait toujours le même effet. Non, mais en plus, quand tu vois le film, quand tu connais un peu le film, tu le sais à l'avance que ça va être la note. Oui. Mais ça fait quand même. Et t'es un peu ému, t'as la gorge. T'as ça, toi? Moi, j'ai la gorge. Tu te demandes presque s'il va la réussir, alors que tu sais qu'il va la réussir, mais tu dis, allez, te foire pas. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Cette scène, elle est tellement chouette. Vraiment, même si vous avez vu le film, vous le connaissez. Refaites-vous au moins juste cette scène, elle est dispo sur YouTube. Si vous voulez pas ou si vous n'avez pas le film, allez sur YouTube. Cette scène-là, elle est géniale. Non, et puis c'est vrai que c'est gentillet. On a parlé de L'Arme Fatale avec des mécanismes un peu plus complexes et puis un public un peu plus adulte, etc. C'est vrai que Sister Act, le 1 comme le 2, c'est des films qui sont plutôt familiaux, qui étaient plutôt destinés aux jeunes, mais vraiment, et d'autant plus dans la période un peu morose qu'on vit tous à l'heure actuelle, le confinement, etc. En fait, c'est positif. Ça véhicule des messages positifs. La musique, simple, elle est enjouée. Voilà. Et je trouve que vraiment, c'est des, comme on dit aux États-Unis, des feel-good movies. Et c'est aussi de ça dont on a besoin. Voilà, c'est pas du grand cinéma, mais ça fait plaisir, quoi. Et la musique, elle fait chaud au cœur. Évidemment. Surtout que même si on n'est pas fan de comédie musicale, on est un petit peu à la frontière finalement, parce que moins dans le premier, parce que le premier pour moi le premier c'est une comédie et le deuxième c'est une comédie musicale. Ouais, c'est vrai. Le premier c'est une comédie, pourquoi ? Parce que c'est un peu des histoires rocambolesques, une chanteuse qui est témoin d'un meurtre, qui est cachée chez les bonnes sœurs, et puis les bonnes sœurs qui se mettent à chanter, qui sont un peu groovy et tout. Donc c'est une comédie. Mais c'est vachement bien chanté, parce que là, on parle de la musique en l'occurrence. Dans le 2, on est sur une comédie musicale. Pourquoi ? Parce que ce sont des clichés. Ils pourraient être mal amenés, et ça pourrait être
ridicules, mais ils sont bien faits, ils sont bien amenés, mais on voit très bien que la classe, ils sont tous parfaits, t'as le black, le machin, le mec à la casquette à l'envers, le premier de la classe, celui qui est un petit peu ringard, etc. Mais en même temps, ils savent tous chanter, ils savent tous danser. Comme tu disais tout à l'heure, le piano qui est cassé en deux, il est accordé. Donc c'est un peu parfait. Et ça fait un peu ce qu'on appelle l'école américaine. C'est quand même d'une autre trempe que du High School Musical ou des choses comme ça. On est très loin de ça. Qui ont pu voir le jour quelques années plus tard. Où là, clairement, voilà, c'est limite si on peut le regarder jusqu'à la fin. Là, finalement, quel que soit son âge ou son degré de cinéphilie, j'ai envie de dire, ça se laisse regarder et ça, enfin voilà, qu'on soit fan ou pas, une fois que vous entendez la musique, enfin je veux dire le la 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 la, il vous reste dans la tête pendant des jours et des jours. Vous avez envie de reprendre ces chansons. C'est vraiment une BO réussie, quoi. Ouais. Et il y a aussi un dernier aspect quand même qui est important à soulever, c'est l'aspect religieux, parce que il est présent dans tout le film. Forcément, vu le contexte, on est dans une ambiance de bonne sœur. Dans le 2, on est dans une ambiance de collège tenu par des curés et des bonnes sœurs. Mais c'est présent tout au long du film. La plupart des chansons qui sont chantées, elles sont choisies par Dolores, par sœur Marie-Clarence, dans le film. Ce qui est très malin, ce qui est très très malin, c'est que là aussi, pour la plupart, ce sont des titres qui ne sont pas forcément vraiment d'origine, on va dire, catholique ou religieuse, mais qui sont plutôt une ode à la joie, une ode à la fraternité. On va avoir Oh Maria, on va avoir Happy Day, on va avoir à la fin du film, pendant le concours, l'hymne à la joie, parce que c'est l'hymne à la joie qu'ils chantent. Et d'ailleurs, tu parlais des autres concurrents, des autres. Qui chantent la même chanson. Voilà, il y a le leader, entre guillemets, le gagnant de l'année précédente, qui chante l'hymne à la joie, mais dans une version hyper classique. Chant grégorien. Eux, ils en font une autre interprétation. Et c'est un peu ça dans les deux films. Ce qui est top, c'est que il y a My Girl. My Guy, pardon. My Guy. Jules, quoi. Ouais, c'est ça, mon mec. Et qui se transforme dans le premier en My God. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est ce que je voulais. Et c'est là où je veux en venir, c'est que pendant tout le film, pendant tous les deux films, sur les deux films, on a des chansons qui sont à connotation religieuse, donc ça passe pour le monde religieux, pour la mère supérieure, enfin ça passe vite fait, mais ça reste cohérent, c'est pas non plus la bonne sœur qui va chanter du AC/DC, quoi. Mais d'un autre côté, ce sont des chansons qui ont été reprises par des chanteurs ou des groupes de standards de la Motown, le Happy Days, etc. Donc en fait, ça fait vraiment super bien le lien. Les chansons, elles sont super bien choisies pour ça. C'est qu'elles fonctionnent en mode, entre guillemets, classique, et elles ont une autre couleur chantée par Dolores et la chorale qu'elle dirige dans le 1 ou dans le 2, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Et surtout, du coup, il n'y a pas de prosélytisme religieux dans ce film-là, voilà. qui reste vraiment une comédie. C'est plutôt de la musique, le chant. Et que toutes les communautés peuvent regarder et à laquelle ils peuvent s'identifier, parce que finalement, même dans le film, l'institution catholique est un petit peu moquée de l'intérieur aussi, par Dolores, qui, elle n'est pas forcément ravie d'être là, etc. Donc en fait, c'est une comédie musicale ou une comédie familiale, mais c'est en aucun cas prosélyte religieusement, quoi. Et ça, c'est une belle performance dans le contexte du film. Ouais, et puis le monde catholique, les institutions catholiques ne sont pas ringardisées. Au contraire, on le voit dans le 2. Tu parlais de Monsieur Croustillant, qui lui, en fait, il n'est pas religieux. C'est un administrateur. Et c'est lui le méchant, finalement. C'est pas l'institution du Vatican qui est le méchant, quoi. Donc on n'est pas du tout dans la ringardisation. Enfin, on n'est pas dans la ringardisation de la religion. Et finalement, ce qui est pas mal, c'est que on oublie le côté religieux.
et on privilégie plutôt l'ouverture d'esprit entre les gens, tout simplement. Les ados, ils sont un peu fermés d'esprit, puis ils vont s'ouvrir d'esprit. La mère supérieure dans le premier, moi, quand elle est j'étais fermée gamine, j'ai d'esprit. pas vu le côté religieux. Voilà. J'ai vu ce film et je me suis dit, je vais m'inscrire à la chorale de mon collège demain. Quoi. C'est ça qui s'est passé en fait. Ouais. C'était l'aspect religieux, c'est du décorum en fait. Après, tu peux le faire aussi. Parce que la mode du gospel en France, c'est assez récent. Enfin, quand je dis récent, c'est une quinzaine d'années. Peut-être même grâce à ce film, d'ailleurs. Mais aux États-Unis, c'est plus une institution. C'est aussi possible, je pense, parce que le film est un film américain et que le gospel, ça a une autre touche. Non, mais de toute façon, c'est un courant, les ricains sont beaucoup plus forts que qui que ce soit pour ce genre de film. C'est un genre qu'ils maîtrisent à la perfection. Ouais. Et voilà, ne serait-ce que le chant et la danse sont beaucoup plus présents chez eux que chez nous, en règle générale, et dans les manifestations religieuses de surcroît. Petite, allez, on va dire parenthèse, le générique du 2, parce que on n'en a pas parlé, parce que j'ai parlé du générique du premier où elles font un carton dans le monde entier, etc. Le générique du 2, il est super sympa. C'est une reprise de la chanson de Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. Mais c'est chanté par Whoopi Goldberg, parce que Whoopi Goldberg, excusez-moi, j'en ai pas parlé, ça craint. Whoopi Goldberg chante toutes les chansons du film. Toutes les chansons où elle chante, c'est bien elle. Elle a fait un gros travail de coach musical. D'ailleurs, elle a été coachée par une des chanteuses qui joue ses choristes quand elle est au cabaret. Elle a pris beaucoup de cours de chant, elle a beaucoup travaillé, et c'est elle qui chante sur toutes les chansons. C'est quand même la classe, parce qu'en plus, elle n'a pas une voix dégueulasse, quoi. Ah non, grosse perf. Ouais. Et donc, voilà, le générique du Sister Act 2, il est vraiment, vraiment sympa. Il y a tous les personnages du film, en fait, qui chantent. Et sur fond blanc, c'est super sympa, c'est chanté, c'est dansé. Les frères, le proviseur. Et puis encore une fois, c'est une belle reprise de Marvin Gaye. Ça fait une belle boucle. Voilà. Dernière petite info sur la musique, la bande originale des deux films, produite et distribuée par Hollywood Records, qui est le label de disques américain, qui a été fondé par la Walt Disney Company en 89. Donc la Walt Disney Company, ils ont plusieurs maisons de disques, plusieurs labels différents. On met pas tous les œufs dans le même panier, mais ils arrivent dans la même marmite à l'arrivée. Hein. Les sous-sous dans la poche, quoi. Tout ça pour dire que la bande originale du film, parfois, quand t'as un film, t'as une bande originale, on va mettre que les chansons de chanteurs connus dedans. Là, en fait, il y a très peu de chansons de la Motown, et la plupart des chansons sont plutôt les chansons chantées par la chorale, chantées par Dolores, etc. Ça, c'est vraiment cool aussi. C'est que ça va un petit peu plus loin que le film, c'est que les chansons sont tellement de bonne qualité, les réinterprétations sont tellement de bonne qualité que même sur CD, c'est vraiment cool. Voilà, j'ai fini pour la partie musicale. Est-ce que tu as des petites anecdotes autour du film ? Oui, quelques-unes, et notamment d'ailleurs pour enchaîner, quelques-unes sur la musique, d'ailleurs. Ah. Alors, on va vous faire un petit... J'espère que vous aimez la musique, parce que ça fait déjà 18 minutes que je parle de musique. Un petit teaser. Vous savez sûrement que donc la plupart des chansons de Sister Act sont très connues. Vous les connaissez pour la plupart déjà. Ce que la plupart des gens savent moins, c'est que la chanson qui a été utilisée pour la promo de Sister Act le premier ne figure pas du tout dans le film, en fait. C'est une chanson qui a été composée exprès pour la promo, et elle n'est pas au générique du film. Donc si vous ne... Je vous dirai pas comment elle s'appelle. Si vous allez de ce pas, parce qu'on vous a donné envie, regarder et écouter la BO du 1 et du 2, vous allez trouver une chanson que vous n'avez sûrement jamais entendue, et si vous trouvez cette chanson dans YouTube, vous verrez un clip complètement inédit qui n'est pas passé en France et qui a été par contre passé en boucle aux États-Unis. C'est pas un truc genre New Jack avec trois femmes black ? Un petit peu, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu les En Vogue. C'est un peu style le groupe Sultan Peppa ou... C'est ça. Ouais. J'ai déjà vu ce clip. Ce clip-là, mais à l'époque, il n'est pas passé tellement en France. Par contre, il a été bombardé
sur toutes les télés américaines. Et c'est uniquement cette chanson-là qui a fait la promo du film. Pour la simple et bonne raison, deuxième anecdote du coup, qu'à l'époque du 1, Whoopi Goldberg refuse de faire de la promo. Elle refuse parce qu'elle est fâchée avec la production sur des histoires de cachets. Il y a un désaccord entre elle et la prod, et elle dit non, je ferai pas de promo, je n'irai pas sur les plateaux, démerdez-vous quoi. Et donc la prod doit trouver un moyen de faire la promo sans tournée promotionnelle dans les talk-shows, etc. Et ils sortent ce clip qui bombarde sur toutes les télés pendant des mois et des mois, et c'est uniquement par ce biais que le 1 sera plébiscité quoi. Voilà. C'est assez ouf. Et du coup, pourtant, elle a fait le deuxième. Bah oui, mais du coup, comme ils ont allongé, le deuxième film, et puis le cachet qui allait bien. Je crois qu'à l'époque, pour sa prestation dans Sister Act 2, si je dis pas de bêtises, elle prend 7 millions de dollars. Ce qui est énorme pour l'époque. Ce qui est le budget total du premier. Ouais, du film du premier. Voilà. Et en fait, c'est un tel carton, le premier, que Disney dit on va rempiler, et Dolores dit bon d'accord, je suis plus fâchée avec vous, et je vais aussi faire de la promo. Je suis plus fâchée, tu m'étonnes. Je vais aussi faire de la. Je vais m'acheter une maison et après. Pour 7 millions, je suis plus fâchée, et je fais de la promo. Je m'achète une villa et après je viens faire de la promo, c'est promis. C'est ça. Non, comme quoi il y a toujours moyen de s'arranger finalement. Tu vois, dans le show business, les embrouilles ne durent jamais très longtemps. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre que vous ne savez peut-être pas ? Qui a couché avec qui pendant le tournage ? Mais toujours, tu veux savoir qui a couché avec qui. Oui, mais c'est des curés et des bonnes sœurs. Personne couche avec personne. Mais c'est pas des curés, en dessous, c'est des vraies personnes. Non. Par contre, j'ai une théorie personnelle. J'ai toujours pensé que en scred, Dolores et l'inspecteur Souther étaient plus ou moins qui avaient un peu de. Et moi dans le 2, je pense que la mère supérieure, elle aime bien le proviseur. Le directeur de l'école, le curé quoi. Ouais. Le frère. Moi aussi, parce qu'à un moment donné, ils parlent de leur jeunesse et ils ont un peu l'œil qui frétille. Ouais, c'est vrai. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop de cette petite trahison. Pas du tout. Je dirais même plus. Venant de vous, ma sœur, c'est un plaisir. Non, mais ça, ce sont nos théories personnelles. Nous n'en savons rien. Non, je peux vous dire que c'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a vraiment eu, à l'époque, dans les années 50, une bonne sœur qui était la mère Dolores Hart. Alors, le fait qu'elle s'appelle Dolores est un complet hasard, mais qui était anciennement actrice et chanteuse, et qui, à l'âge de 24 ans, est rentrée dans les ordres et a quitté sa première vie. Et c'est la vie de cette femme-là qui a vraiment été l'inspiration première pour Sister Act. Étant donné que cette bonne sœur était blanche, la première actrice pressentie pour le rôle de Sister Act, c'était Bette Midler, qui est une actrice bien connue aux États-Unis. Et elle l'a pas senti. Elle s'est dit oui, mon public m'aimera pas en bonne sœur, ça va pas coller à mes précédents films, etc. Elle a décliné. Et c'est à la suite de son refus que Whoopi Goldberg sera choisie pour le rôle. Et on apprendra que finalement Bette Midler c'est un peu manger les doigts. Pour les 7 millions ou pas ? Ouais, pour les 7 millions et puis pour tout le reste, quoi. Parce qu'elle s'est dit, si j'avais su, j'aurais pu. Ouais, mais une fois de plus, est-ce que le film aurait été le même ? Oui, c'est ça. Parce que maintenant, on peut pas imaginer Sœur Marie-Clarence avec d'autres traits que ceux de Whoopi Goldberg. Sans caricaturer le côté black, blanc, machin. L'affiche en elle-même, l'affiche du premier. Ah oui, elle claque. Le contraste. Parce que c'est une black, avec sa bonne tête. Avec ses bonnes joues, etc. Alors ça aurait peut-être été drôle avec une autre actrice, mais ça aurait peut-être pas eu la même saveur en tout cas. Ouais. Là, elle réunissait le physique, je pense, qui était le physique, pas le côté j'ai un corps parfait, mais le physique dans l'espace, le déhanché, elle a quand même un gros derrière, ça se voit à travers la toge, etc. Je veux dire, je pense que ça aurait eu là c'est parfait quoi. Le rôle il est vraiment mais parfait pour elle quoi. On imagine vraiment fait pour mal elle, ça aurait pas été mieux, franchement on imagine mal quelqu'un d'autre jouer ça. C'est ça, exactement. Et donc voilà, Bette Midler qui a raté le coche sur ce coup-là. Une petite anecdote en plus, du coup c'est Whoopi Goldberg elle-même qui a décidé de rebaptiser son personnage, puisqu'à la base Dolores Van Cartier devait s'appeler Terry.
Et il se trouve que Whoopi Goldberg avait toujours voulu interpréter un jour un rôle dont le prénom serait Dolores. Mais rien à voir avec Donc l'histoire rien à voir vraie. avec l'histoire vraie de la dame dont c'est inspiré, qui s'appelait elle-même Dolores. Mais incroyable. bon, du coup, je pense que c'est aussi pour le petit clin d'œil que les scénaristes ont accepté le petit caprice de Whoopi Goldberg. Et parmi les scénaristes, allez, petite devinette, qui de particulièrement improbable figure au nombre des scénaristes de Sister Act 2. Je le fais bien ou pas? Ouais, tu le fais très bien. Vous savez? Non, vous savez pas. Carrie Fisher, la princesse Leia. La princesse Leia? Ouais, a participé à l'écriture du deuxième volet de Sister Act 2. Voilà, c'est un petit bonus comme ça qu'on vous donne pour les fans de Carrie Fisher. C'est sympa de savoir qu'elle a aussi participé clairement, à ça. les fans de Carrie Fisher, ce sont pas des fans de Carrie Fisher. Ce sont des fans de la princesse Leia dans Le Retour du Jedi, où elle est en bikini collée à Jabba le Hutt. Les y a fans pas de fans de de Carrie Fisher sont des fétichistes. Non, mais il n'y a pas de fans sait. de Carrie Fisher. Il y a des fans de Carrie Fisher dans une scène. C'est tout. Voilà. Je pense que c'est ça la réalité. Il faut le dire. Il faut l'avouer. Voilà. Bon, bah voilà, t'as tout cassé mon. Je suis désolé. T'as tout cassé mais mon. moi, truc. j'aime beaucoup Carrie Fisher dans les Blues Brothers, par exemple, tu vois, parce qu'elle a un petit rôle, mais elle est super bien. Et tu savais pas qu'elle était aussi scénariste. Mais pardon, Voilà. je ne savais pas qu'elle était aussi scénariste de. Tu m'as appris quelque chose. Et sinon, une anecdote cette fois-ci concernant plutôt les castings à l'époque du premier film, où notamment Sir Mary Patrick et Sir Mary Robert ont eu des petites péripéties. Oui. Bah oui, Sir Mary Patrick, donc celle qui a un peu bouboule et qui a la voix de Castafiore un petit peu, on lui pose la question. Elle a passé toutes les premières étapes au niveau du jeu d'acteur, etc. Et la dernière étape, elle rencontre Mark Sheman qui s'occupe justement des compositions musicales et il lui dit mais au fait c'est bien tout ça, mais est-ce que vous savez chanter? Et elle dit oui, il dit ok, allez-y. Alors elle fait la 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 la. Il dit ouais, mais vous avez pas autre chose? Et là elle sort un truc genre oh! Et il lui dit ah ouais, ok. Mais tu le fais super bien. Ah oui, mais ça je vais en faire un sample. Mais pourquoi j'ai comme fait ça? pour la voix de Denis Brognard, tu sais. Non. Ah. Et en fait elle a embauché 2 choristes pour se mettre en coulisses pendant qu'elle passait l'audition pour chanter à sa place. Bon, bien sûr, les choristes ont chanté à un moment où elles n'étaient pas censées chanter. Du coup, le mec s'est rendu compte de la supercherie, mais comme elle jouait super bien, ils l'ont quand même embauchée et ils ont pris une chanteuse pour couvrir ces passages, quoi. Voilà. Incroyable. Ouais, sur un parce coup que ça de bluff, leur a quoi. coûté, parce que c'est quand même du travail en plus, Ah ouais, de la et puis post-prod, embaucher une autre actrice embauchée, etc. Ouais. C'est dingue, quoi. Voilà, vous savez tout. Super, merci. Merci pour cette anecdote. Moi, j'en ai une, figure-toi aussi. Ah oui. Oui, parce que bon, toi, t'as bossé, moi aussi, j'ai bossé, figure-toi. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Eh ben, écoute, je t'annonce qu'il va y avoir un remake de Sister Act qui va bientôt arriver. Incroyable. Alors, je te détends tout de suite. Hein. Malheureusement, c'est pas un Sister Act 3. Oh non. Donc, je pense que la moitié des bonnes sœurs, elles sont claquées. Je suis désolé. Hein, mais là, tu es en train de dire qu'on est vieux, en fait. Ouais. Oui. C'est ça que tu... C'est un peu le but du truc. C'est ça que tu sous-entends, en fait. Donc, il n'y aura pas de Sister Act 3, malheureusement. Mais, Walt Disney... ne meurt jamais. Ne meurt jamais. J'allais dire tel un phénix. Mais en fait, c'est exactement ça. Ils ont flairé le bon filon. Et donc, les studios Disney ont décidé de faire un remake du film façon nouvelle génération. Donc, je pense que ça sent un peu la lourdeur façon High School Musical. Hein. Ah, ça va être tout naze. Whoopi Goldberg s'est exprimée à ce sujet. Je vais la citer. Alors, Disney nous a fait savoir qu'ils allaient prendre une nouvelle direction avec Sister Act. Donc, ça ne sera pas Sister Act 3, à proprement parler, mais une toute nouvelle plongée dans un univers. J'imagine qu'ils me demanderont de faire une apparition, et ce sera tout. Voilà. On me dit dans l'oreillette qu'ils ont demandé aussi à Laurie Neal, mais comme elle est arrivée avec 3 ans de retard sur le tournage, et bourrée. Finalement, ça s'est pas fait. Voilà, loupé. Le film sera diffusé en exclusivité sur... Non, la tête que tu fais. C'est une blague. Sur Disney+. Putain, mais tout est sur Disney+, quoi.
La vie est sur Disney+. Mais ça va être une daube, donc rassure-toi. Je te dis, à mon avis, ça va être un mélange entre High School Musical, Violetta et Sexy Dance 4. Mais ils n'ont pas le droit de faire ça, quoi. Ah ben, je pense qu'ils le font déjà. S'il y a Miley Cyrus dedans, franchement, je fais une grève de la faim, quoi. Voilà, on a fini. Il m'a tout cassé, mon... Ouais, j'ai fini sur un truc un peu dur pour terrible. toi. Violetta, quoi. Non, mais Violetta, quoi. S'il te plaît. Voilà, on vous a raconté un petit peu l'histoire de ces deux films. J'espère que pour ceux qui n'ont pas vu les films ou qui les ont vus quand ils étaient gamins, j'espère que vous allez vous précipiter vers ces deux classiques très vite. Pour les autres, refaites-vous un petit coup de Sister Act, ça mange pas de pain, c'est vraiment sympa. Ou écoutez juste les musiques sur le net, elles sont vraiment cool, même séparément, sans images, c'est vraiment très très sympa. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre ? On peut leur dire que le jeu concours arrive. Le jeu concours. Alors, voilà, on vous a préparé un jeu concours sur, bien sûr, le thème de Sister Act, avec des cadeaux Sister Act à la clé. Qui dit jeu concours dit règles pour participer. Alors, bien sûr, ça va se passer non pas sur papier libre à renvoyer avec un timbre à Bercy, mais sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on est présent sur... Mais rigole pas, t'as jamais participé à un concours sur papier libre ? Si, pour le Club Dorothée. Pour le Club Dorothée, mais grave. Bon, les embrouille pas. On n'a jamais gagné, mais chez nous, on peut gagner, vraiment. On peut gagner. Vous allez... Alors, les réseaux sociaux, on participe comment ? Sur les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous connaissez, c'est toujours pareil. Vous likez, vous répondez à la question, vous taguez un pote et avec un peu de chance, vous gagnez des super cadeaux. Une intégrale des deux films avec la bande originale. Un film pour une intégrale, tu veux dire les deux DVD, et la bande originale. Attends, ça, c'est le super gagnant. C'est le panier garni. Je vous préviens les auditeurs, je vais participer. Hein. Mais toi, t'as pas le droit de participer. Non, mais c'est trop nul. Mais non, il y a conflit d'intérêt. Oh. Tu vas truquer le petit bocal avec les petits papiers dedans. Bon, d'accord. Donc, un super gagnant qui remporte l'intégrale, les films plus la BO. Un gagnant qui remporte le 1, un gagnant qui remporte le 2 et un gagnant qui remporte la BO avec tous les sons des deux films. Voilà. Ouais, c'est plutôt sympa. En plus, c'est plutôt facile. Alors maintenant, tenez-vous prêts. Mais quelle est la question ? Je vous annonce la question. Combien y a-t-il d'extraits dans l'émission Vidéo Future sur L'Arme Fatale? Oh, c'est trop facile! Mais toi, tu connais... c'est trop facile pour toi, mais peut-être que c'est pas trop facile pour eux. Alors, voilà, vous savez où trouver la réponse. Pour ceux qui l'ont écouté, voilà, c'est facile. Pour les autres, c'est vous l'écoutez sur nos plateformes, sur notre site, sur SoundCloud. Vous donnez la réponse en commentaire et on vous annonce les gagnants lors de la prochaine émission. Moi, j'ai un petit indice. La réponse est entre 2 et 25. J'allais dire, il faut pas souffler la réponse. Bon, heureusement, ça va. En fait, toi, tes indices, c'est un peu comme les créneaux horaires du livreur Colissimo, quoi. Je passerai chez vous entre 7h et 21h. Ouais, mais ça donne un peu d'espoir quand même. Ah, la fourchette de merde. Ok, super. Franchement, ouais, pas mal ce jeu concours là. Bah ouais. Bon. Moi aussi, j'aimerais bien gagner. Et donc, tu as dit, rappelle, les gagnants, ils seront annoncés quand ? Ah oui, à l'émission suivante. À la prochaine émission. Voilà. Donc voilà, très bien. Un peu de suspense. Tenez-vous prêts. Merci. Merci par avance aux auditeurs d'avoir tenu bon. Non, on a été rapide cette fois-ci. Ouais. Vous avez vu, hein, on vous avait promis qu'on serait un peu plus concis. On a fait un effort. Et puis, on vous remercie beaucoup de nous écouter, de nous suivre. D'ailleurs, ce qu'on a décidé, c'est qu'à chaque émission, à la fin de chaque émission, on va faire un petit coucou à des followers qui sont très 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 actifs sur les réseaux sociaux, qui nous envoient souvent des commentaires, qui nous envoient souvent des conseils ou des astuces. Et qui nous motivent, qui nous encouragent. C'est ce que je disais. C'est notre petite façon à nous de vous remercier
Voilà, pour vos retours. On en choisit une petite poignée à chaque fois et à chaque fin d'émission, on vous fera un petit coucou. Donc, on remercie Isaac de Mizar, Captain Gaël, notre enfance des années 70-90, My Museis, Taram Toys Addicted et Sebounet 1972. Voilà. Donc on vous fait un gros coucou parce que vous êtes très 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 actifs, vous likez, vous nous envoyez plein de choses et c'est très positif pour nous, donc merci. Vous êtes au top. Ouais, vous êtes au top et vous nous donnez envie de continuer. On fait un coucou également à nos amis de Level Max. Ouais, sans qui on serait peut-être pas là aujourd'hui parce qu'ils nous ont pas mal inspirés. Voilà, ils nous inspirent beaucoup, c'est des potes. Ils ont un super podcast, les podcasts de Level Max, qu'on vous invite à écouter. Sans restriction, sans allez-y. Restriction aucune. À consommer sans modération. En gros, c'est une bande de potes qui parlent de jeux vidéo, du jeu vidéo d'aujourd'hui et du jeu vidéo d'hier. Avec parfois des invités, des émissions spéciales sur les musiques, etc. Bref, c'est à la fois drôle, c'est super détendu. Voilà, on vous invite fortement à écouter ça. Ben voilà, on a fini. Déjà ? Eh oui, ça y est. Oh. Ouais, on va vous laisser. On vous dit à la prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Salut. Amen. Joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail me, handsome Son above. Hail the clouds of sin, spirits dancing. Drive the darkness out away. Drive it away, giver of immortal gladness. In love. No matter where